Bonjour à tous, donc dans cette vidéo vous allez regarder donc la fiche de cours description d'un fluide repos, donc en première spécialité physique-chimie. Donc on vous parle des fluides repos. Alors, à l'échelle microscopique, les fluides, alors les fluides, ce qu'on appelle les gaz ou les liquides, donc sont constitués d'entités donc qu'on appelle des molécules, des atomes ou des ions en mouvement donc incessant et désordonné. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des fluides, un liquide. Un solide par contre, lui, il n'y a pas de mouvement incessant et désordonné. À l'échelle macroscopique, donc ça c'est microscopique, c'est-à-dire au niveau, on va vraiment dans la matière. Au niveau macroscopique, ces fluides sont décrits par des grandeurs physiques qu'on peut mesurer, donc telles que la masse volumique, la température et la pression. Alors, au niveau des unités, donc des symboles à l'échelle macroscopique. Donc la masse volumique, donc on a notre eau en kilogrammes par mètre cube. Kilogrammes par mètre cube. Attention, kilogrammes par mètre cube. Alors ça peut être aussi, ça c'est le système international. Si vous voulez généralement des unités plus usuelles, on va dire en chimie c'est le gramme par millilitre. On peut avoir aussi le kilogramme par litre. Mais il faut toujours que ça soit donc une masse divisée par un volume. Pour la température, donc température en degrés Celsius ou en Kelvin. Donc la température en Kelvin, c'est ce qu'on appelle la température absolue. Donc par exemple, il faut rajouter 273,15 degrés. Donc si vous êtes à 20 degrés Celsius, par exemple, ça fait 293 Kelvin. Et enfin, la pression est en pascal, PA, grand P, petit a. Alors, à l'échelle microscopique, à quoi correspondent ces deux grandeurs? Donc, la masse volumique correspond à ce qu'on appelle l'état de dispersion des particules, c'est-à-dire à leur nombre par unité de volume. Concrètement, ça veut dire que plus la masse volumique est élevée, plus dans un volume donné, vous avez une masse importante. C'est-à-dire, plus vous avez un nombre de particules important. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un état de dispersion. Des corps qui ont donc des masses volumiques des corps qui ont des masses volumiques très, très faibles, ça veut dire qu'en gros, dans un volume donné, mètre cube, vous avez donc une masse, donc proportionnelle au nombre, hein, un nombre de particules qui est faible. Pour la température, donc la température rend compte de l'état d'agitation des particules. On parle d'agitation thermique. Concrètement, plus il fait chaud, plus les particules bougent et bougent vite de manière désordonnée. Et plus il fait froid, moins elles bougent vite et moins elles bougent de manière désordonnée. Enfin, la pression traduit la fréquence des chocs des particules contre les parois du récipient ou contre la paroi contre les particules elles-mêmes aussi. Mais ce qu'on peut quantifier, c'est la fréquence des chocs. Donc en gros, plus la pression est élevée, plus les particules qu'il y a ici par exemple dans la seringue vont aller donc se choquer contre les parois. Donc ici vous avez une image que je trouve intéressante, donc qui vous donne ici une seringue. Donc ici on vous représente microscopiquement ce qui se passe. Donc vous avez des particules, différents types, deux types de particules, c'est certainement de l'air. Donc vous avez du O2 et du N2. Donc quand ici vous avez donc une masse volumique, 1,2 kg par mètre cube, donc ça veut dire que vous prenez un mètre cube de gaz, c'est 1,2 kg. Ensuite vous avez ici donc la pression. Donc ici on vous dit 1000 hectopascal. Donc 1000 c'est 1000, pascal c'est l'unité et hecto c'est 10 puissance 2. Donc en tout ça fait 10 puissance 3, la fois 10 puissance 2, donc généralement on est autour de 10 puissance 5 pascal quand on est à ce qu'on appelle la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression ambiante. Et vous avez une température ici, thermomètre électronique. Et bien, ce que vous pourriez faire comme expérience, c'est voir ce qui se passe, vous l'avez certainement fait et vous le ferez en TP. Si vous augmentez la pression, donc ici vous allez, si vous diminuez le volume, ici vous allez voir que la pression va augmenter. Si la pression augmente, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de choc avec les parois, donc ici vous allez avoir une pression qui va augmenter sur le manomètre, etc. etc. Alors un fluide au repos n'a pas de mouvement d'ensemble à l'échelle macroscopique. Alors attention, j'ai bien dit, n'a pas de mouvement d'ensemble. Donc c'est pas typiquement ce qu'on va pas trop étudier cette année, c'est l'écoulement de l'eau dans une chute. Là, il y a un mouvement d'ensemble. Mais quand vous avez un verre d'eau, quand vous avez une bassine d'eau, quand vous avez on va dire une piscine, si si on éteint le filtre, dans ce cas-là, vous avez un gros volume d'eau. Dans ce gros volume d'eau, les particules sont en mouvement désordonné et incessant, donc c'est bien un fluide. Il est au repos parce qu'il n'a pas de mouvement d'ensemble, si vous voulez, macroscopique. Les liquides ont une masse volumique beaucoup plus élevée que celle des gaz, on l'a déjà vu précédemment. Alors ensuite, quelques images que je trouve aussi intéressantes ici, c'est la même chose que celle d'avant, mais on vous dit ici, regardez bien, le nombre de particules par unité de volume donc, est associé à la masse volumique. L'agitation est associée à la température et le choc sur les parois est associé à la pression. Donc en gros, plus la pression est élevée, plus vous allez vous choquer ici contre les parois, plus il va faire chaud, plus les particules vont bouger vite,
le nombre de particules, plus il va y en avoir, plus on vous en rajoutez, plus la masse volumique va être importante. Pour ce qui est de la modélisation de la force pressante, donc ça on va y venir, j'ai mis cette image-là juste pour le problème de mise en page. Alors au niveau de la force pressante, on vous dit que les chocs entre les molécules du fluide au repos et une paroi donc, vont créer ce qu'on appelle une force pressante. On va modéliser ça par ce qu'on appelle la force pressante, qui est exercée par le fluide sur les parois. Alors vous ici vous avez un fluide au repos, donc ce fluide au repos va exercer donc une force pressante sur la paroi. Alors ce qui est important de retenir, très important de retenir, c'est que la direction de cette force pressante elle est toujours perpendiculaire à la paroi. J'ai bien dit toujours perpendiculaire à la paroi. Le sens c'est toujours du fluide vers la paroi. Toujours du fluide vers la paroi. Ici regardez bien, on va du fluide vers la paroi. En gros, si vous prenez, pour parler très simplement, si vous prenez une grande colonne d'eau, un aquarium, la force pressante est toujours, c'est en gros, ça appuie sur les vitres. Donc retenez un peu ça, vous retenez ça comme vous voulez, mais en gros, il faut que c'est toujours du fluide vers la paroi. Pour ce qui est de la valeur de la force en newton, donc c'est F égale P fois S. Regardez bien ici, je n'ai pas mis de vecteur. Donc ça veut dire que ça, c'est la norme de F est égale à la pression fois la surface. La pression, dans ce cas-là, elle doit être en pascal, pression du fluide, et la surface en mètres carrés. Attention, en mètres carrés. Alors au niveau de la représentation microscopique, c'est pour ça que j'ai mis cette image-là, si vous prenez un ballon, ici vous avez plein de petites surfaces, et dans cette surface-là, si vous zoomez sur une toute petite surface ici, la force ici, elle est liée à la pression. Donc à la pression, c'est-à-dire au choc sur la paroi ici. Donc c'est pour ça qu'on a représenté ici tous les chocs. Et regardez bien, la surface, si on prend une petite surface comme ça, la force pressante ici, elle est perpendiculaire à la surface. Donc c'est lié à la pression, au choc, donc ici, là, les chocs sur la paroi. La pression se mesure avec un manomètre, on l'a déjà dit. Alors, il y a quelques lois que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle la loi de Mariotte. Donc, à la même température et à une quantité de matière constante, donc c'est-à-dire N1 égale N2, vous pouvez dire que P1 V1 égale P2 V2 égale constante. Alors, il faut retenir ça un peu comme il faut l'appliquer un peu, si vous voulez, de la manière la plus simple et la plus utile possible. La loi de Bohr-Mariotte, c'est en gros P fois V égale constante. Mais si vous avez deux états, un état initial et un état final, et que en gros vous êtes bien à la même température, attention, et avec des quantités de matière constantes, c'est-à-dire vous faites une expérience dans laquelle vous ne rajoutez pas de matière, vous n'enlevez pas, vous pourrez écrire que PV égale constante. Typiquement, vous inspirez avant de plonger dans la piscine, vous bloquez votre respiration, vous allez en bas de la piscine, vous pouvez appliquer donc la loi de Bohr-Mariotte. La loi de Mariotte, pourquoi? Bon, on va supposer que la température est constante de l'eau, et si vous avez bloqué votre respiration, vous ne laissez rien sortir ni rien rentrer. Donc dans ce cas-là, PV égale constante. Donc si V1 est inférieur à V2, dans ce cas-là, ça veut dire que P1 est supérieur à P2. Donc concrètement, quand vous plongez ici, regardez bien, ici ils ont fait des représentations avec des points. Donc les points, si vous les comptez, là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comptez là, il y en a aussi 8. Donc ça veut dire même quantité de matière. Si on est à la même température, donc ici, PV égale constante. C'est-à-dire que si vous multipliez la pression fois le volume dans ce cas-là, ça sera la pression fois le volume dans ce cas-là. Et donc ça veut dire surtout que si le volume diminue, la pression augmente. Si PV égale constante, si l'un augmente, l'autre diminue pour compenser. Ensuite, et ça a des conséquences très importantes en plongée. Donc par exemple ici, autre image pour visualiser ça, vous avez un volume V1, vous avez une pression P1. On diminue ici le volume, V2 est plus petit, et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que la pression augmente. P1 V1 égale P2 V2. Mais la pression ne va pas augmenter comme ça, elle va augmenter dans les proportions pour que vous vérifiez toujours P1 V1 égale P2 V2. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en plongée. Ici, vous avez, donc, si vous prenez 4 litres à peu près, 4 litres c'est à peu près ce que vous avez dans les poumons. Si vous allez à 10 mètres et que vous gardez votre respiration, donc ce ballon-là, ça serait vos poumons, ils n'auraient plus que 2 litres, un volume de 2 litres. Si vous allez à 20 mètres, donc vous n'aurez plus que 1,33 litres. Et le produit P fois V, regardez bien, 4 bars fois litre, 4 bars fois litre, 4 bars fois litre, c'est toujours la même chose. PV égale constante, loi de Mariotte. Ensuite, deuxième loi qui est la loi fondamentale de la statique des fluides. Donc on vous dit que la loi fondamentale de la statique des fluides permet d'énoncer que la différence de pression ΔP PB moins PA entre deux points A et B d'un liquide au repos est proportionnelle à la différence d'altitude ou dénivellation ΔZ, ZA moins ZB entre ces deux points. ΔP égale ρ fois G
fois delta Z. Alors vous le verrez écrit delta P égale ρ fois G fois delta Z, ou alors PB moins PA égale ρ fois G ZA moins ZB. Et alors ça, vous n'avez pas tellement d'autre choix que de l'apprendre. Alors, je vous l'explique. Donc ça veut dire que la différence de pression, c'est lié donc forcément à la masse volumique de fluide dans laquelle vous êtes, fois l'intensité de la pesanteur, fois la différence d'altitude. Et ça, c'est quelque chose que vous avez tous ressenti quand vous avez fait un peu de plongée, quand vous avez plongé sous l'eau, quand vous avez tous remarqué qu'en gros, quand vous alliez au fond de la piscine, ça appuyait sur votre tympan, ben pour la simple et bonne raison qu'en fait, plus vous alliez sous le fluide, plus bas, plus la pression augmentait. Et donc ici, donc ça c'est ce qu'on appelle la loi fondamentale de la statique des fluides. Alors pour l'expression, la pression dans ces deux formules-là doit être en pascal. La masse volumique doit être en kilogrammes par mètre cube, attention. Petit g donc en newton par kilogramme. Et enfin les altitudes en mètres. Donc tout est lié ici, altitude en mètres, ici masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Donc au niveau de la représentation, ça veut dire qu'ici, si vous avez un axe donc, des altitudes Z, ici vous avez donc un point A qui a une altitude ZA, ici vous avez un point B qui a une altitude ZB, vous avez une pression PA, PB. Vous pouvez relier donc l'altitude ZA, ZB avec les pressions selon PB moins PA égale ρ G ZA moins ZB. Avec bien sûr un champ de pesanteur qui est toujours vertical, dirigé vers le bas, comme on l'a vu en second. Alors la loi fondamentale donc, de la statique des fluides, donc, elle permet donc, de relier la différence de pression entre deux positions d'un fluide incompressible et la différence des coordonnées verticales de ces gaz. D'en déduire la pression donc, P en une position. Montrer que la relation entre les différents, permet aussi de montrer donc, la différence de pression et les différences de coordonnées dépendent de la nature du fluide. Alors du fluide, pourquoi ça dépend de la nature du fluide incompressible? Parce que ça dépend de ρ. Donc c'est pour ça que selon que vous sachiez dans de l'eau salée, c'est pas forcément la même variation. Voilà, donc j'espère que la lecture de cette fiche de cours vous sera utile.